qu'aujourd'hui, cette question prendra une ampleur assez pathétique. Je ne vais pas être très tendre sur cette question. Et donc je commencerai par une introduction, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les infos aujourd'hui, évidemment, mais c'est quand même le féminin qui est attaqué le plein fouet en ce moment, à travers l'économie, à travers la politique, à travers l'éducation, le mariage. C'est le féminin avec un grand F qui est complètement flingué, c'est le cas de dire. Enfin, je vais revenir là-dessus après. Et donc je commencerai par dire que c'est par hasard si dans cette période très troublée politiquement, où il y a de nombreux intellectuels quand même qui sont très conscients, je trouve éveillés, qu'ils soient croyants ou pas, qui dénoncent des guerres, des conflits complètement fabriqués, artificiels, pour des raisons pécuniaires qui profitent à une certaine élite dirigeante. Et c'est pas par hasard si c'est en même temps, pendant ce temps-là, que la femme n'a jamais été, le féminin en tout cas, aussi vilipendée, à mon avis. Et comme exemple, j'en reviendrai là-dessus au cas par cas, c'est pas par hasard si c'est en ce moment qu'on a droit à l'intrusion de ce qu'on appelle les fémènes, qui, vous savez, c'est un groupe protestataire féministe qui profane les églises, la chrétienté, l'archétype même de la femme qui est attaqué, on va y revenir. Le mariage pour tous, encore une fois, son indifférenciation des sexes au mépris du féminin comme du masculin, la banalisation de l'avortement, tout récent, au sujet duquel il serait question, ça va être voté dans quelques jours ou dans quelques semaines, de ne plus reconnaître la situation dite de détresse. Donc de plus en plus banalisée. En gros, je vais montrer en quoi et pourquoi et comment la guerre est déclarée à la femme, au féminin. Donc, quelles en sont les causes, disons, principales, parce que je pense que c'est libre, quelques effets. Et avant toute réponse, je pense qu'il faut aussi préciser qu'on vit une période charnière de l'histoire, je crois, en plein déclin. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans la Bible, il est fait mention de tout ça, presque en détail, de ce qu'on vit en ce moment. On appelle ça la fin des temps, ou l'apocalypse, encore une fois, qui est non pas la fin du monde qui saute ou qui explose, mais la révélation de ce qui était caché. Donc il y a une renaissance inespérée qui est vaguement annoncée à la fin de la Bible. Et donc on va voir si c'est le cas ou pas, sans faire d'angélisme non plus, dans l'actualité. J'ai deux points en fait que je vais développer. Le premier, c'est l'apocalypse qu'on vit, où, j'appelle ça comme ça, la révélation des mensonges politiques, idéologiques, qui sont nouveaux pour nous. Enfin, on n'en parlait pas tellement avant, on se rend compte que c'est un mensonge généralisé, quel que soit le bord politique, et qui est aussi une riposte contre le féminin. C'est comme ça que ça va se traduire. Alors, je me suis rappelé en préparant cette conférence, même avant, je me disais, c'est curieux, on assiste aujourd'hui quand même, après un coup de colère, après l'actualité, je me souviens, finalement un combat, une arène en ce moment entre les pulsions de vie et de mort, mais pas seulement en nous, comme Freud l'avait déjà expliqué, mais devant nous, c'est extérieur maintenant, c'est flagrant, dans la scène politique. Et c'est vrai que Freud avait parlé dans ses œuvres d'une dualité très profonde de l'être humain, une pulsion de mort, donc un principe d'autodestruction, et une pulsion de vie, qu'on appelle l'instinct de survie, ou bien guérison morale, ou résilience, ou guérison spirituelle, selon. Et il avait dit, effectivement, d'autres après lui, qu'il y aurait toujours un combat entre ces deux forces. C'est ce qu'on appelle la vie, et qui explique nos souffrances morales, nos conflits intérieurs, tout simplement. Mais avant, c'était plutôt au sens bourgeois du terme, au sens psychologique, personnel. Et maintenant, ça devient historique. Ça devient une scène devant nous qu'on voit, alors que quand c'est en nous, on le voit moins. Et on peut supposer que ces pulsions, ce qui dédramatise un tout petit peu ce qui se passe, enfin, si on peut dire, s'extériorisent devant nous, à travers les politiciens et les événements. Et donc, on assiste effectivement aujourd'hui à une mondialisation de ces pulsions qui sont en nous d'abord. Et on oublie aussi que le monde extérieur est le théâtre, le reflet de ce qu'il y a en nous. Puissance 1 million, 1 milliard, enfin tous ceux qu'on est sur la planète, nous sommes pardon sur la planète. Donc c'est un zoom en fait ce qu'on vit, c'est vraiment, on voit ça en agrandi. Et il avait expliqué aussi, ce Freud, on oublie ça plus, que à chaque fois qu'il y aurait un des pôles qui se développerait plus que l'autre, il y a toujours un déséquilibre, l'autre reprendrait de la force au centuple. Alors quand effectivement les pulsions de mort, comme on le voit aujourd'hui, gagnent du terrain et sont très puissantes, on oublie, ce qu'on ne voit pas du tout pour l'instant, c'est vrai, ça veut dire qu'il y a des forces de résistance, de vie, qui luttent, qui font barrage à ça, et qui se réveillent. D'où la panique, si je puis dire, de ces pulsions d'autodestruction, cette part d'ombre. On l'oublie aussi.
Donc, on parle un peu quand même aujourd'hui, pas à la télé bien sûr, hein, je parle surtout d'une culture du net, c'est vrai, et de discussions que j'ai beaucoup avec mon entourage, parce que maintenant Internet est devenu le nouveau média, qui détrône, paraît-il, la presse écrite, qui ment comme elle respire, qui est à la solde, qui est payée, c'est très cher des journaux, qui est payée par des partis politiques, qui n'a plus du tout aucune liberté d'expression. Et sur le net, on trouve de tout. Alors évidemment du délire, mais on trouve aussi des choses plus qu'intéressantes et qu'on ne verra jamais à la télévision ni dans la presse écrite, pour l'instant. Donc, on apprend beaucoup de choses, et on apprend notamment que, bon, on le sait maintenant, que l'Occident, mais pas seulement maintenant, mais surtout l'Occident est en pleine culture de mort, une culture de la mort, une apologie de la mort, et qui règne en maître actuellement. En France, on a la totale, et qui serait peut-être proportionnelle à la force grandissante des forces de vie qui réagissent, justement, qui dormaient un peu peut-être et qui réagissent. Et de même qu'on nous a appris que Satan était allergique à Dieu, qui est son rival, où Satan se croit tout-puissant, immortel, invincible, eh bien, l'aspect négatif de cette tyrannie, je dirais, est la douceur et justement le silence du féminin. Donc c'est pour ça qu'on va le voir qu'on va en découdre aujourd'hui avec le féminin. Et rien n'affole plus, on le voit en France en tout cas, un gouvernement autoritaire et despote, que la non-violence, la persévérance, la foi, que certains montrent maintenant, de manière citoyenne, qui paniquent nos autorités, et qui nous a fait penser quand même qu'on revit, on en parle aussi beaucoup entre manifestants, les épisodes bibliques qui sont annoncés, déjà racontés dans le passé, ça se répète, notamment, je pense, à l'esclavage du peuple hébreu en Égypte. On se reconnaît ça en ce moment, il me semble, et on a l'impression, quand on n'est pas trop cultivé, pour ceux que ça concerne en tout cas, c'est nouveau, que c'est une catastrophe et que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alors, le premier point, j'ai annoncé un peu en introduction, ce sera le mariage pour tous, donc, que j'ai appelé notre Égypte intérieure. Voilà. Donc, ce serait, je ris parce que les gens qui me connaissent savent que je suis militante acharnée, colérique dans ce mouvement. Donc, vous êtes quoi perdre son calme par moment. Donc, la principale revendication politique de ce mouvement, je rappelle minoritaire, on ne le sait pas assez, est le droit au mariage de la communauté homosexuelle, et la LGBT, qui est son représentant principal, qui vient des États-Unis, qui veut dire lesbian, gay, bisexual and transgender. Donc est un mouvement qui défend l'extension du droit au mariage des non-hétérosexuels, assoit son discours sur l'égalité. Et en France, l'égalité est un discours sacré depuis la Révolution française. On défend beaucoup l'égalité entre hommes, entre humains plutôt. Mais là, on l'a appliqué dans un domaine tout à fait inédit, qui est celui du mariage. Est-ce que c'est anodin ou pas? Le discours ambiant, c'est de dire que le mariage, l'amour ne sont pas le privilège des hétérosexuels, c'est ce qui est dit, et formulé comme ça, c'est sûr que c'est inattaquable, formulé comme ça. Qui oserait dire le contraire, hormis de méchants homophobes, évidemment. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas question de droit, ici, et on en parle comme si le mariage civil, on ne parle pas de l'union des cœurs, c'est autre chose, personne n'a le droit de contester ça, mais on en parle comme si le mariage civil avait pour fondement le sentiment, alors que c'est tout à fait autre chose. Sur le plan civil, j'entends bien. Donc le fondement du mariage civil a toujours été l'ouverture d'un livret de famille pour donner une reconnaissance, une possible descendance issue d'une union qui, à preuve du contraire, a toujours émané de deux personnes de sexe différent. Hors idéologie, c'est comme ça. Donc, Dame Nature, j'ai fait exprès de dire Dame Nature, avec ou sans Dieu d'ailleurs, c'est pas une question de catholicisme, n'est-ce pas? Pas facho ni catho, forcément. Dame Nature a voulu qu'il faille un mâle et une femelle pour donner la vie. Bon, c'est ni injuste ni juste, c'est neutre, c'est comme ça. Il faut le rappeler parce qu'aujourd'hui c'est facho. Donc, c'est ce que Freud eut appelé un principe de réalité. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de principe de réalité. On ne peut pas. Non, ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Et je ne plaisante pas. Ça m'a été dit. Donc, sous le couvert, alors inattaquable encore, des droits de l'homme, on appelle ça souvent les droits de l'homisme, le progrès, le droit à, sacré, au nom de la toute-puissance du désir, on est en train de prendre la place d'un créateur, qu'on a appelé Dieu à une époque, pour reconfigurer la nature comme un ordinateur. Voilà. Donc, la nature ment, ce serait une idéologie, c'est ce que dit Mariage pour tous. Hein. Elle n'existe pas, on est en pleine abstraction évidemment, et seule existe la volonté de puissance de l'homme. Je veux, j'exige.
Alors ça me rappelle évidemment un discours très ancien de la Grèce antique, comme quoi les temps se répètent. L'homme est la mesure de toute chose, que Platon faisait dire dans sa plume, en tout cas dans la bouche du personnage Protagoras, qui était montré dans son dialogue du même nom comme un immature. À part qu'aujourd'hui on rigole plus, on en fait un héros, un petit dictateur que la foule acclame. Et pareil, ça rappelle aussi Descartes qui disait naïvement qu'il valait mieux changer l'ordre de ses désirs plutôt que changer l'ordre du monde. Bah non, aujourd'hui tout ça c'est fasciste, on le foule aux pieds, et la vérité, de manière générale, est insupportable. C'est raciste, c'est intolérable, la réalité aussi, ce qui est intolérant, c'est pas gentil, c'est méchant, donc on ne doit plus accepter les choses telles qu'elles sont. Et quoi de plus féminin que l'acceptation, au sens de l'accueil, au sens de l'écoute, au sens d'un respect d'un ordre supérieur à nous, qui nous précède. Est-ce que ce n'est pas la femme qui accueille la vie dans ses flancs, avant même d'être au courant qu'elle porte la vie? Est-ce qu'elle aurait l'idée d'accuser son enfant d'être un parasite, de fascisme, parce qu'il est arrivé dans son ventre par effraction, on en est là, sans lui avoir demandé son avis ou son autorisation? On frise le ridicule pour moi sur ce plan-là dans l'idéologie du mariage pour tous, parce que ça brouille allègrement les frontières entre principe de réalité et principe de plaisir, masculin et féminin, désir et réalité, caprice et droit, et comme si le monde n'avait pas commencé avant nous. C'est complètement hallucinant. Donc je laisse de côté les conséquences que ça peut avoir dévastatrices pour l'enfant, qui n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est quand même hallucinant pour une deuxième raison, c'est que la communauté homosexuelle de la rue, de Monsieur Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde, est complètement indifférente à la question. Les médias n'en parlent pas, mais j'étais témoin lors de Manif pour tous, il y avait des homosexuels parmi nous. Ça, on ne voit pas à l'écran. Et ils avaient le drapeau multicolore avec dessus, que tout le monde connaît, arc-en-ciel, la famille, le père, la mère qui tiennent la main des enfants par-dessus. C'est leur signe de reconnaissance, ils disent gay sans mariage. Et il y avait un jeune homme à côté de moi qui était derrière la banderole au premier rang, et il était un peu tout timide. Et on lui disait, mais cool, ça va, bienvenue, bon, toujours timide. Et les journalistes ont foncé dessus pour nous filmer et lui dire, t'es qui toi? Tu fais partie de quel mouvement? T'es quelle communauté? Avec un air assez agressif, et le type, pourquoi t'es là d'abord? Qu'est-ce que tu fais là? Et le gamin, il avait à peine 20 ans, il était là, il ne sait pas quoi dire, il disait, mais je pense qu'il faut juste un père et une mère pour un enfant. Alors, mais comment ça se fait? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, il ne sait pas trop quoi dire. Alors après, on lui a dit, écoutez, je lui ai dit, t'es pas obligé de répondre, si t'as pas envie de répondre. Les ordinateurs sont arrivés, on dit, écoutez, vous le foutez à la paix, il n'a pas envie de parler, tu veux parler ou pas? Alors, il a dit non, non. Et puis, il a pris la fuite. Il a dit, excusez-moi, je vous vais aux toilettes, et il est parti, il est pas revenu. Donc, on ne risque pas de les entendre. Si on les entend, ils sont littéralement, j'imagine, démontés par leur communauté, et encore, j'en sais rien. Ou par les médias, j'en sais rien, mais en tout cas, ils s'en fichent littéralement. Donc, d'où ça vient ce projet? C'est ça qui est intéressant, et quelles sont les vraies motivations, qui ne sont sûrement pas celles qu'on entend parmi les médias. Parce que les gens de la rue s'en foutent, mais intégralement. Ils veulent être différents des autres, ils l'assument, et qu'on leur foute la paix surtout. Donc, c'est pour ça qu'on est en droit de se révolter, c'est pas du tout de l'homophobie, bien sûr. Les homosexuels sont attachés à leur droit à la plus loin différence. Ils ne veulent pas ressembler aux hétérosexuels du tout, et la pensée unique, c'est pas trop leur truc. Donc, cette idéologie s'est plaquée manifestement d'en haut, c'est-à-dire une classe politique dirigeante. Alors, l'origine de ce projet du gender et autres stupidités vient des États-Unis, pas de la classe citoyenne, hein, encore une fois dirigeante, et notamment de ce qu'on a appelé la famille brillante Rockefeller, notamment. Je ne fais pas de conspirationnisme en parlant de ça, c'est partout dans les journaux alternatifs, par ceux qui se vendent avec la commission paritaire. Et c'est expliqué dans une vidéo, je ne savais pas si on pouvait voir des vidéos d'internet ici ou pas, malheureusement je ne pense pas. Extrêmement bien faite, si j'avais su, dommage. Et il y a Aaron Rousseau, tu ne sais pas qui il est, mais qui est un ami proche de Rockefeller, qui, peu de temps avant sa mort, expliquait cette conversation sur le féminisme en général. Et il expliquait pourquoi qu'est-ce que Rockefeller voulait faire à travers le gender ou ces genres
d'idéologie, et il lui a dit, je résume, Rockefeller, que son ami était vraiment naïf et un peu crétin, que le droit des femmes au travail, il avait pensé à ça pour que ça fasse 2 personnes comment on dit, à imposer par foyer, et pas pour autre chose. Et donc évidemment, il n'y a pas eu de pétition de la part des femmes pour dire un jour, il y en a marre, on veut un travail, c'est pas passé comme ça du tout. On leur a monté le bobéchon, après on s'est dit, après c'est un droit. Maintenant, aujourd'hui, si on a envie de travailler, c'est pas le problème. Mais à l'origine, c'est pas une pétition de femmes qui a dit, il y en a marre, on veut sortir du foyer. C'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. On leur a vendu l'idée qu'elles se faisaient avoir. Alors là, c'est très facile, qui ne serait pas insensible à ce discours. Donc, et il expliquait ce genre de choses. Donc c'est intéressant parce que ça nous donne l'idée, derrière les droits de l'homme, derrière les droits A, qui est un discours évidemment inattaquable et séduisant, se jouent des manipulations assez minables. Donc il n'y a qu'à voir, hein, pour ceux qui en doutent, bon, les infos, là pour le coup quand même, on a un peu filmé les violences policières aux ordres du gouvernement, donc c'est un peu le miroir. Vis-à-vis de manifestants un peu plus familiaux, tout sages, tout gentils et BCBG, c'est disproportionné, c'est complètement disproportionné. L'absence d'écoute totale du peuple français qui n'a pas voté cette loi, qui n'a pas eu de référendum, même pas, d'autres pays étrangers l'ont eu. La dureté de la répression qu'il y a eu face à ses opposants, qui sont, pour moi, l'archétype de la violence envers le féminin, envers la femme. Violence physique policière en guise d'écoute ou de référendum, caricature et insulte du pouvoir des médias envers ceux qui ne sont pas d'accord avec cette vision-là de la famille, purement sexuelle, instinctive. Et là, on assiste en fait à une forme de bestialité qui veut clairement tordre le cou à la spiritualité. Et c'est vraiment le combat de la bête contre l'ange. C'est comme au cinéma, c'est vraiment ça, ou comme dans la Bible, c'est moins un cinéma. C'est le combat de l'agressivité qui veut en découdre avec la douceur. On l'a vu ça, hein, à l'écran. On voyait des veilleurs qui étaient tout sages, qui chantaient avec leurs petites bougies le soir. C'était il n'y a pas longtemps, au début de l'été, on voyait des fémènes qui sont arrivées, pas forcément des fémènes, des gens de la LGBT aussi, qui sont venus les insulter verbalement, aucune réaction, continuent à prier, à chanter, physiquement aussi, aucune riposte, je ne sais pas comment ils ont fait, aucune riposte, des coups de pied, aucune riposte, moi je me serais craqué, je ne sais pas comment ils ont fait pour rester calmes, et plus ils étaient calmes, plus ça exaspérait et ça rendait violent les personnes qui étaient en face. Donc c'est à l'image ça parle, on le voit. Et donc leur pacifisme à ces veilleurs, leur chant, leur prière, alors même que les femelles venaient les agresser, sans une réaction est significative parce que la violence a signé, et c'est pas nouveau, son infériorité, sa faiblesse par rapport à la force tranquille, impassible de la douceur du féminin, qui était, je dirais, stoïque, c'était assez drôle d'ailleurs à voir parce que ça fait rire par moments, c'est vrai, c'est un peu complètement stoïque, mais invulnérable quelque part finalement. Alors le deuxième point que je voudrais aborder, parce que ça va de pair, comme ça ne suffit pas à faire triompher cette tyrannie, on nous a annoncé maintenant ce qu'il était promis de ne pas faire, encore une trahison, la PMA, la GPA, la location des utérus, hein, vous avez promis qu'il n'y aurait pas ça, puis finalement si, et le mariage homosexuel et les fémènes ne sont pas parvenus à venir à bout des opposants, donc à cette vision des choses, et lors de l'institution du Pax il y a bien longtemps, pour les homosexuels aussi, et du mariage homosexuel plus récemment, il avait été promis que ça ne serait pas un projet adopté, bien sûr que c'est le cas. Donc la singularité de la femme, comme procréatrice et éducatrice de ses enfants, est attaquée ici, directement, au nom de « faut penser aux autres, les pauvres qui n'ont pas d'enfants », ce qui n'est pas aussi simple et naïf que ça. Donc ici, on veut substituer les méthodes technologiques à la filiation entre une mère biologique et son enfant, comme si cette dernière était trop possessive, égoïste, en élevant son enfant, la vénarde, et elle est reléguée au rang de prêteuse d'utérus, quelque part, pour qu'une autre femme ou un autre homme, sans lien biologique aucun avec l'enfant, devienne un jour parent. Sauf que ça existait déjà avant pour les couples stériles, déjà, hétérosexuels, mais là, il y avait un père et une mère qui étaient là pour assurer les repères identitaires et psychiques de l'enfant, et que les enfants adoptés ou déjà existants, par exemple, étaient, orphelins par accident. Donc, plutôt que rien, là, en l'occurrence, on va les fabriquer à l'avance, avant même la conception, dans l'idée qu'ils n'auront pas de père et de mère alors qu'ils auraient pu en avoir. À l'avance, on les prive de ce droit. Et là, on n'est pas du tout dans la même cour.
Et ici, effectivement, c'est un petit groupe de politiciens qui décident ça, encore une fois, cette fameuse GPA-PMA. Et après, certains minoritaires, mais certains disent ah ben pourquoi pas. Mais c'est pas d'eux qu'est venue l'idée. Et c'est important parce que c'est pas la même démarche du tout, et ça change absolument tout. Notamment quand on écoute le discours de ceux qui promeuvent cette idéologie-là, donc de la location des utérus comme d'une voiture. Le promoteur de la campagne présidentielle, il faut le rappeler, de François Hollande, donc Pierre Berger, affirme qu'il n'y a pas de quoi se formaliser là-dedans. Il ne faut pas en faire un fromage, je cite. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? Il est très sérieux. C'est faire un distinguo qui est choquant. Donc, ce qui est choquant n'est pas son discours. Ce qui est choquant, c'est d'être choqué. Donc, le brin de conscience morale que vous avez fait de vous un facho. Vous avez un problème. Donc, voilà. Donc, faire de l'utérus d'une femme, qui, si on revient au temps ancien, on imagine, ce que les historiens disent, à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, Néandertal, ils voyaient, alors, et c'est l'inverse, la femme comme une divinité. On ne savait pas comment on faisait les enfants, on n'est pas trop, enfin, on n'est pas au sens biologique avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Et on pensait qu'il y avait un chaudron magique qui créait des enfants, on imagine ce qu'il dit, un peu, on imagine. Oui, ça devait être complètement dingue, complètement... Oui, c'est ça. On en est loin. Maintenant, c'est une marchandise, c'est une casserole comme une autre. Et certains, on le voit sur YouTube, ça, parce que c'est pas reporté à la télévision, députés, donc qui étaient contre le mariage pour tous, notamment un Antillais, parlaient d'un retour à l'esclavage à travers cette loi-là. Le député, je pense à Bruno Nestor Azero, si vous voyez qui il est, vous tapez son nom donc sur YouTube, il est spectaculaire. Il avait fait un discours d'une magnificence, j'ai pris un tout petit bout. Si j'avais su qu'on avait des vidéos, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mettez en garde donc les autres députés, notamment Mme Taubira, en janvier dernier. Oui, Bruno Nestor Azero, A-Z-E-R-O-T. Il mettait en garde les partisans de ce mariage pour tous contre, je cite, un profond désenchantement, voire une cassure morale irrémédiable. Car ce texte, qui promulgue le mariage homosexuel et son droit à l'adoption, ne donne pas une liberté supplémentaire, il fragilise le délicat édifice sur lequel se sont construites nos sociétés après l'abolition de l'esclavage. Donc il parlait d'un retour à l'esclavage très net, et il a évoqué aussi un risque de rupture du pacte républicain. Donc ici, si je décode un peu ce qu'il dit, la prostitution de la République, et avec elle de la femme, est en jeu. Parce qu'il y a plus de différentes formes de prostitution, il n'y a pas que celle qu'on connaît dans la rue, il y a différentes formes de prostitution. Et ici, elle est d'autant plus, je dirais, insidieuse et perverse qu'elle se cache sous le manteau de la générosité, de la compassion, de l'égalité et du droit à l'enfant, qui en soi sont bonnes choses, dans les mots, mais dans le contexte dans lequel on applique, ça peut être le cauchemar, comme un outil. La technologie est bonne, enfin elle est neutre en soi, elle peut être très bonne, et ça peut être un cauchemar si on s'en sert mal. Et c'est la même chose pour le mariage et le fait de faire des enfants. Tout dépend du contexte. Et on fait comme si on ne voyait pas. Donc ici, évidemment, c'est difficilement attaquable quand on fait le con, parce que ça renvoie au douloureux désir d'enfant de ceux qui ont connu ça et qui ne peuvent pas en avoir, c'est vrai. Alors, on associe ça à cette douleur de ne pas avoir d'enfant, comme ça, indépendamment du contexte. On pense à la douleur, de quel droit on va dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit. C'est pas le problème, c'est pas du tout la question, c'est ça. Donc ici, les couples de même sexe peuvent-ils, je pose la question, décemment prétendre à la même détresse, ou en tout cas à l'anomalie ou à l'injustice d'un couple hétérosexuel qui devrait pouvoir avoir des enfants mais qui ne peut pas, alors qu'il a tous les atouts biologiques requis, alors que dans deux couples de même sexe, les conditions biologiques ne peuvent pas et ne sont pas réunies, au nom de la nature et non pas au nom d'un accident biologique. Est-ce que c'est le même contexte? Évidemment, si on est de bonne foi, non. Donc la femme qui est censée être vectrice d'amour, en portant la vie par exemple, ici elle est transformée en machine de guerre pour détruire la filiation en échange de coquettes sommes, je crois que c'est assez coûteux, ce que même le règne animal ne pratique pas lui-même. Donc après l'homme-machine qu'on a fantasmé à partir de Descartes, en ne comprenant pas ce qu'il avait dit d'ailleurs au passage, maintenant on a droit à la femme-machine, la résurrection un peu d'une Lara Croft des temps modernes.
Troisième point. C'est fou, mais c'est pas fou. Oui, c'est ça, hein, la mode vestimentaire est pas mal comme ça aussi. Hein. Donc la loi sur l'IVG aussi, c'est tout récent, j'ai appris ça par internet, je ne savais pas. J'ai, vous voyez, les journaux, enfin, ou alors je suis mal informée, hein. Je n'étais pas au courant. Donc il y a un changement qui n'est pas encore passé, ça va être voté le 20 janvier, c'est passé un petit peu en partie, mais pas complètement à l'Assemblée. Il s'agit de nier ce qu'on appelle la situation de détresse, de l'avortement, de la femme qui est sur le point d'avorter et après. Parce qu'on ne parle pas après, on ne parle pas de ce qui se passe après, bien sûr. YouTube, là encore, quand je tape avortement, on voit des femmes de tous âges, qui, notamment déjà qui sont déjà mères ou pas encore, et qui témoignent, et elles sont en pleurs. Elles expliquent qu'elles ont des tas de problèmes gynécologiques ensuite, pas systématiquement non plus, mais qui sont à larmes et qui se rendent compte de ce qu'elles ont fait après coup. Et chaque date anniversaire, elles pensent, tiens, il ou elle aurait eu 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin. C'est que des détails comme ça, des choses dont on ne parle jamais. Mais tout le monde ne vit pas forcément comme ça non plus. Alors, la destruction de la filiation, de l'identité sexuelle que j'ai un peu abordée là, les fémènes menaçantes, pourtant elles font tout ce qu'il faut pour faire peur, les accusations d'homophobie, là aussi ça y va dur, ne suffisent pas, apparemment toujours, à bâillonner les opposants à cette vision des choses. Et donc la politique, j'appelle ça comme ça comme une personne, a imaginé un nouveau truc, c'est statuer sur l'avortement. Donc l'idée de supprimer par simple décret un texte de loi, la situation de détresse fera, je vous annonce une bonne nouvelle, que nous ne serons plus déprimés. Il n'y aura plus de détresse. On signe un papier et c'est bon. Donc le 20 janvier, en attendant, donc, les députés ont supprimé le mercredi dernier cette situation de détresse d'une femme pour recourir à une interruption volontaire de grossesse qui remontait à la loi Veil de 75. C'est elle qui reconnaissait la situation de détresse. Il ne me semble pas qu'elle soit passée pour une fasciste à l'époque, mais bon. On peut dire merci, hein, ça m'a fait... Ah oui, franchement. Alors, l'idée d'une détresse, évidemment, ne correspond pas, dit-on, à ce moment, à la situation des femmes. C'est ce qu'a fait valoir la députée Axelle Lemaire. Alors, quid de la réalité du terrain? Qu'est-ce qu'elle a pensé? Ah ben voilà, c'est décidé. Donc, quand l'abstraction parle à la place de l'émotionnel, c'est ça aussi l'attaque du féminin, c'est quand l'abstraction prend la place du terrain et de l'émotionnel. La femme non seulement souffre, mais elle se voit confisquer toute sa dignité et sa conscience morale. Il s'agit encore et toujours de valoriser, de réaffirmer le droit à l'avortement, et c'est tout en fait. Donc, c'est pas, non, là c'est autre chose, on ne parle pas de la même chose, bien sûr. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un privilège que quand on avorte? Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce qu'il faut aussi promouvoir le droit de souffrir? Pourquoi pas aussi? Si on est malheureux, on a le droit de souffrir, on peut si on veut. On peut, pourquoi pas? Est-ce que l'avortement est un droit comme un autre ou, comment on dit, un moindre mal? C'est pas pareil. Qu'on puisse avorter dans des cas de viol ou de malformation vraiment importante du fœtus, bien sûr. Mais quand c'est parce que zut, je suis tombée enceinte, je voulais pas, j'ai oublié, des trucs comme ça, c'est pas contraceptif, ça existe beaucoup, quoi, comme on dise. Il n'y a pas que ça non plus. Mais est-ce que c'est un droit, l'avortement? Qu'on puisse le faire, oui. Parler de droit à, je ne suis pas sûre que ce soit pas la même chose. On revendique une chance, quelque chose de positif, on revendique le droit au même salaire que un tel, on revendique le droit à des congés payés, mais est-ce qu'on revendique le droit de se faire du mal, ou le droit de tuer, ou le droit... je ne suis pas sûre que c'est le mot droit qui convienne. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas qu'on puisse y recourir parfois. Je dis le mot droit est vraiment vicié, ce mot-là. Il ne s'applique pas au contexte de l'avortement, je trouve. J'ai pas dit qu'il ne faut pas, jamais. Mais c'est pas le mot, c'est pas l'expression qui convient. Parce que je ne peux pas dire le droit à l'avortement, c'est la même chose que le droit de manger, de se vêtir et de se nourrir. C'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas un droit comme un autre, c'est vraiment à part. J'irai parler d'euthanasie d'ailleurs. C'est pas le mot droit qui convient, parce que ça fausse le débat tout de suite. Donc le sophisme est le suivant. Dès qu'il s'agit d'un droit d'avorter, alors ce n'est pas une situation de détresse parce que c'est un droit. Oui, ça va loin. Donc on ne discute plus rien si c'est un droit, c'est fini. Il n'y a même plus besoin de débattre ni de voter, c'est terminé. Donc les témoignages sur les forums d'internet, YouTube et autres sites abondent, hein, donc au sujet de la détresse, de la solitude des femmes qui ont vécu ça. Et bon, sans comment dire, simplifier le problème, je dirais que donner naissance à un être humain, c'est quand même le plus beau message d'espoir qui soit. Et est-ce que c'est pas, ça ne justifie pas tout, mais est-ce que c'est pas, enfin c'est pas une coïncidence, je voulais dire,
que cette conception-là de l'avortement, qui tue tout espoir, comme vision de la vie, se développe en ce moment, en plein cynisme, je dirais. Et la femme aussi, par la même occasion. Est-ce que notre société, en multipliant peut-être énormément les droits A, droit A, droit A, droit A, à tout et n'importe quoi, aussi bien le bien comme le mal mélangé, le moment c'est un droit, tout est bien, est-ce que c'est pas un signe de dépression quelque part, une société déprimée, complètement paumée, qui ne sait plus où elle en est, et qui, bientôt on aura, bah non je dis bientôt, on est déjà le droit du suicide, mais si on y est quelque part. Je ne sais plus à quoi on n'a pas droit en gros, c'est la question que je me pose. J'en vois pas en fait, j'ai pas d'idée. Bon, deuxième point, c'est plus très long, le réveil des consciences. Alors, les conséquences de tout ce que je vous ai dit, alors ça c'est peut-être pas trop visible, mais quand même maintenant, ben, c'est inattendu. Ça, les politiques ne s'y attendaient pas. C'est le réveil des consciences, qu'on soit croyant ou pas, droite ou gauche, et la propagation d'une résistance quand même en phase internationale. Et ça, c'est le retour du féminin. Alors, Marthe Robin, qu'on m'a rappelé récemment, un discours qu'elle avait tenu, une prophétie de ce discours, en 1936, c'est quand même pas récent, aurait dit, dans une vision, elle aurait pressenti ce que la France allait vivre, à une époque qu'elle ne situait pas, et ça fait froid dans le dos. Elle disait, la France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Elle aura le nez dans la poussière, il n'y aura plus rien. Mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu. Alors elle criera vers lui, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa vocation de fille aînée de l'Église, elle sera le lieu de la plus grande effusion de l'Esprit Saint, et elle enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Alors, Église, c'est pas seulement l'Église, je dirais c'est tous les croyants, mais et même les non-croyants, je pense qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas croyants, j'ai vu, qui sont... Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir des tas de mouvements de manifestations de toute nature, pas seulement la Manif pour tous, de toute nature, qui se développent partout. À l'étranger aussi, on voit ça encore une fois sur Internet, pas dans les médias. Et en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que si on a assisté à un déchiquetage littéral de la femme et du féminin, est-ce que cette femme et ce féminin sont déchiquetés pour autant? On ne peut pas dire vraiment, mais en tout cas, elle est en train de renaître de ses cendres, je dirais. Plus cette dictature idéologique s'acharne, sévit, et plus les consciences, il me semble, s'éveillent et résistent. Bon, c'est un peu mou en France, un petit peu, mais quand même, ça résiste quand même de plus en plus. Alors, est-ce que je suis en pleine fabulation, utopie, angélisme? Alors, encore Madame Taubira, oui. Parce que, vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction sur Satan, qui est rival de Dieu, d'accord, et qui est invincible, tout-puissant, immortel, etc. J'ai appris il y a quelques jours, je ne le savais pas, mais j'ai vraiment rigolé, parce que ça ne m'a pas étonné du tout, que Madame Taubira se qualifie de la même manière. Elle a dit il y a quelques jours que personne ne la ferait tomber, je cite, et qu'elle est invulnérable, invincible et indestructible. Ah oui. Carrément. Moi, ça m'a fait froid dans le dos, parce que pour moi, on me dit ça, je me dis c'est dans la Bible, surtout que c'est la bête qui parle. Ouais, c'est ça. Et là, c'est une femme contemporaine, et qui ricane quand on la voit sur les vidéos, à la télé, ou qu'elle soit, pas forcément de manif, hein, où elle sort du ministère, on voit des gens qui la sifflent littéralement, et elle se marre, mais elle rigole. Mais elle a été dit ça suite au... Elle a aussi dit ces mots-là. Elle a été insultée, c'était par rapport à ça. Ah, Oui, non, c'était par réaction. non, c'est pas l'affaire de la guenon, l'article. C'est pas ça. Oui, ça aurait pu justifier. Non, oui, c'était là il y a 3 jours. C'était avant, C'est après, c'est il y a 3 jours. Ah oui, c'est tout récent. Alors on devait lui dire que bon, son mouvement n'avait pas duré, ou je sais pas, un truc comme ça, et puis voilà ce qu'elle a répondu. Donc, quel que soit le contexte, franchement, elle est humaine comme tout le monde. Donc, les médias donc ricanent, ils parlent d'un essoufflement de tous les mouvements de résistance, alors que pour ceux qui en font partie, on voit que c'est pas le cas du tout. Et pendant que les fémènes donc urinent dans les églises, seins nus, peinturlurés, qui prétendent défendre la femme, je n'ai pas vu, au nom de la laïcité, elles disent qu'elles promeuvent une façon d'accepter l'inacceptable. J'aimerais qu'on me dise qu'est-ce que c'est que l'inacceptable. Je ne sais pas, on ne sait pas, c'est le slogan. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste de l'inacceptable. C'est déjà pas mal, ça existe encore. Alors, l'essoufflement des mouvements. Alors voilà, je vais vous énumérer la liste des essoufflements. Premier essoufflement, le 19 janvier 2014, une marche pour la vie s'organise de Bruxelles vers Paris. Depuis quelques années, des jeunes pour la vie, donc j'assiste en plus en plus jeunes d'ailleurs, organisent un bus, des trajets en bus, qui s'opposent à la banalisation de l'avortement
j'ai pas dit contre l'avortement, la banalisation de l'avortement, et qui défendent la survie de l'espèce humaine. Un petit Laïus, l'attaque du féminin, c'est aussi les discours politiques qui nous disent que le problème, en fait, n'est pas politique, c'est la démographie. On est trop nombreux, je rigole parce que c'est énorme, on est trop nombreux et il n'y a pas assez pour nourrir tout le monde. Ah ouais. Voilà. Donc, il y a plein de moyens pour réduire la population. Il faut des guerres, c'est ça? Ah, il y a plus vicieux, mais ça, j'en parlerai pas, parce qu'on va m'accuser de conspirationnisme, j'en parle pas. Voilà les infos, vous verrez. Si, c'est ce que tu veux dire, juste. Non, au débat alors. D'accord. Ça va souvent, Marie-Laure. Le 26 janvier 2014, autre essoufflement. Le collectif Jour de colère, qui est assez nouveau, en appelle à une manifestation contre ce qu'il faut appeler le meurtre de l'archétype de la femme. Alors je cite, ils disent sur leur site, contre ce gouvernement qui n'écoute pas le peuple, matraque les contribuables, affame nos paysans et les go-taxes, enterre notre armée, libère les délinquants, c'est vrai, déboussole nos enfants, réduit nos libertés et assassine notre identité et détruit notre famille. Donc c'est un rassemblement de collectifs, il y en a plusieurs dedans. Un mouvement association qui veut rétablir une politique plus juste en France. On va dire plus féminine, plus équilibrée. Autre essoufflement, le 2 février 2014, là c'est à nouveau la Manif pour tous qui appelle à une mobilisation nationale à Paris, ainsi qu'à Rome, Madrid, Londres, Bruxelles et Berlin, pour défendre le droit des familles, qui est maintenant, vous le savez, attaqué fiscalement. Maintenant, on fiscalise indépendamment le père, la mère, de manière à payer plus d'impôts. Sans réduction de la part à laquelle les parents avaient droit quand ils avaient un enfant, je crois, et plusieurs. Là aussi, de quoi décourager de faire des enfants, ça réussit. Ensuite, il y a eu aussi une énorme manif pour tous à Taïwan, je ne sais pas si vous le savez. Voilà. Vous verrez ça sur YouTube, Manif Taïwan, et c'est absolument dément. Alors eux, ils étaient je ne sais pas combien de... proche du million à mon avis, avec des chorégraphies, mais c'était impressionnant, c'était magnifique. Au nom de l'amour, pour que l'enfant soit le fruit d'un amour et non pas d'un marchandage de calcul d'intérêt ou de caprice. Et le référendum, les vénards, il y a eu lieu, et le non est majoritairement passé. Et ils ont dit, ils espéraient ne plus jamais avoir à voter pour des stupidités pareilles. Je cite. L'Australie aussi, vous ne savez peut-être pas non plus, suite à annuler déjà certains mariages homosexuels, et retire la loi déjà votée du mariage pour tous, parce que, alors en France on en parle sur le web, à partir du moment où la loi est passée, je ne sais plus quand c'était, il y a quelques mois, il y a bien 6 mois maintenant, la loi les mariages qui s'en suivraient ne seraient valides que si les mots père et mère étaient retirés du code civil, avant une période de 6 mois, pour mettre parent 1, parent 2. Il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, les 6 mois sont dépassés, et bizarrement, je ne m'explique pas pourquoi, les termes parents et les termes père et mère sont toujours dedans. Ça n'a pas été retiré, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est une embrouille pas possible sur le plan juridique, je ne sais pas. Donc du coup, ça annule la légalité de la loi, de cette loi-là. Et ça ne donne plus aucune validité à ces mariages. Alors il faut taper encore pareil, sur internet vous tapez ça, annulation ou illégalité du mariage pour tous, quelque chose comme ça, et vous verrez l'article qui vous l'explique. Alors il paraît que la Manif pour tous travaille là-dessus auprès de l'Assemblée, a déposé un recours, c'est pas du tout ce que ça m'a donné. Donc en tout cas l'Australie, le sachant, elle, on a déjà tiré parti et a annulé les mariages qui ont déjà eu lieu depuis ça. Enfin, le gouvernement espagnol veut limiter l'avortement. Alors attention, quand je dis limiter, c'est pas retirer. Il dit que, alors justement, j'en parlais tout à l'heure, il dit qu'en matière d'avortement, l'Espagne, on ne peut pas dire que c'est un droit, mais il est autorisé. Pas, vous voyez, justement, ils font la nuance. Ils disent, je cite parce que j'ai relevé ça dans l'article, l'avortement fera l'objet d'une autorisation sous certaines conditions, quand la grossesse menace la santé physique ou psychologique de la mère, ou quand la grossesse, je cite, est une conséquence d'un délit contre la liberté ou l'intégrité sexuelle de la femme. Là, j'ai oui, un avortement comme ça, oui. Là, la femme est respectée quand elle est violée, donc il faut que la victime ait déposé une plainte pour viol, on imagine les abus. Voilà. Et aussi en cas de malformation du fœtus comme motif de l'interruption volontaire de grossesse, il faudra un rapport de 2 médecins. Dans ces conditions, ça me paraît bien. Hormis les raisons ci-dessus énumérées, du genre je suis enceinte, mince, j'avais oublié de faire attention, etc., il ne sera plus possible d'avorter, outre ces conditions-là. Au lieu d'un recul du droit,
Est-ce qu'on peut y voir, à partir du moment où c'est dit, un appel, un peu contraignant il est vrai, à chacun, à une responsabilisation de nos relations sexuelles, je parle plutôt des plus jeunes, je dirais peut-être, où il n'y a pas que le plaisir en cause, mais la qualité du lien qu'on aurait contracté avec l'autre, par exemple. C'est pas idiot de se poser la question, qu'est-ce qui se passait si? Est-ce que je le verrais comme un compagnon qui dure ou pas? Est-ce que je le verrais comme, pour la femme en tout cas, comme éventuellement, ça dépend de l'âge qu'on a, mais le père de mon enfant, ou vraiment pas du tout? C'est des questions qui vont peut-être revenir à l'honneur, qu'on ne se posait pas forcément avant. Enfin, pas forcément. Alors, le texte, toujours le même, espagnol, réintroduit l'obligation pour les mineurs âgés de 16 ans et 17 ans d'avoir une autorisation parentale pour avorter. Et actuellement, à l'état actuel des choses, les parents devaient juste être informés. Voilà. Alors, tout s'organise en tout cas de manière à valoriser la femme à travers tout ce que j'ai dit là maintenant, le sursaut d'indignation plus ou moins mondiale que suscite cette gouvernance qui veut tout régenter, destructrice et sourde. Et peut-être que la femme est en train de renaître de ses cendres, mais une femme qui n'est pas Lara Croft, ni une esclave non plus, ni l'un ni l'autre, mais une femme qui a conscience que le mot droit n'incarne pas forcément le bien, ni le bon. Voilà. Alors, le réveil de la conscience, le réveil du bon sens, le réveil de la justice aussi, bat son plein, et le rappel de l'antériorité de la nature sur notre culture gronde, et la nature est première, il ne faut quand même pas l'oublier, et cette même nature est en train de nous imposer sa supériorité. Et il me semble que cette éclosion de manifestations dans le monde constitue un bel éloge de la vulnérabilité qui résiste à toute opération de force contre elle. Et je finis par une citation. La vulnérabilité, donc assumée, peut-être s'avère plus puissante que la violence. C'est peut-être ça qu'on voit aujourd'hui. Et je voudrais finir sur un extrait d'un texte de Victor Hugo qui s'inspire du livre de Josué, avec les trompettes de Jéricho, qui est dans les châtiments. Et qui fait allusion à toutes les figures de la fragilité et du féminin. Les aveugles, les boiteux, la femme, les enfants. Et voilà, et les esclaves, les Hébreux justement, de l'époque. Sonnez, sonnez toujours, clairon de la pensée. Quand Josué rêveur, la tête aux cieux dressée, suivi des siens, marchait, et, prophète irrité, sonnait de la trompette autour de la cité, au premier tour qu'il fit, le roi se mit à rire. Taubira, indestructible, invincible, etc. Au second tour, riant toujours, il lui fit dire, crois-tu donc renverser ma ville avec du vent? À la troisième fois, l'arche allait en avant. Puis les trompettes, puis toute l'armée en marche, et les petits-enfants venaient cracher sur l'arche, et, soufflant dans leurs trompes, imitaient le clairon. Au quatrième tour, bravant les fils d'Aaron, entre les vieux créneaux tout brunis par la rouille, les femmes s'asseyaient en filant leurs quenouilles, et se moquaient, jetant des pierres aux Hébreux. À la cinquième fois, sur ces murs ténébreux, aveugles et boiteux vinrent, et leur huée raillait le noir clairon sonnant sous les nuées. À la sixième fois, sur sa tour de granit, si haute qu'au sommet l'aigle faisait son nid, si dure que l'éclair lui en vint foudroyer, le roi revint, riant à gorge déployée, et cria « Ces Hébreux sont bons musiciens !» Autour du roi joyeux, riaient tous les anciens, qui le soir sont assis au temple et délibérèrent. À la septième fois, les murailles tombèrent.